Bonjour à tous, bienvenue à cette 11e activité de la semaine de la formation à distance 2024. Je m'appelle Sarah Dumais-April et je suis conseillère aux événements pour Fadio. Un beau bonjour à nos participants. Merci d'être avec nous ce midi. C'est une belle journée, il y a du beau soleil dehors. Puis, on arrive déjà à la moitié de notre semaine. Donc, dites-moi dans le clavardage, à combien d'activités vous avez assisté jusqu'à présent? C'est une question qu'on aime beaucoup vous poser. Je suis toujours curieuse. Et ça me permet d'ailleurs de vous inviter à participer en grand nombre dans le clavardage. Donc, je vois qu'il y en a que c'est leur deuxième, troisième, quatrième, des gens qui disent qu'ils les comptent plus. Donc, super. Ben, merci beaucoup d'être avec nous. Puis, c'est votre première fois. Bienvenue. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. On se retrouve ce midi pour l'atelier La scénarisation interactive démystifiée qui est propulsé par le REFAD et qui sera animé par Sophie Calise et Cédric Félicité de Brainiac. Donc, je suis très heureuse d'accueillir avec moi Sophie Calise, qui a accumulé 20 ans d'expérience dans les domaines de la conception technopédagogique, des sciences cognitives, des neurosciences, de l'apprentissage, de l'intégration des solutions d'apprentissage en ligne, ainsi que de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle appliquée à l'éducation et à la formation. Elle est actuellement chargée d'encadrement à distance à l'Université TÉLUQ pour des cours en éducation et en psychologie. Elle est également la cofondatrice de Brainiac. Bonjour, Sophie. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous. J'accueille également Cédric Félicité, qui est le cofondateur de Brainiac. Outre la gestion et l'administration de l'entreprise, il est responsable de la dimension ludo-persuasive des ateliers et des projets, élabore entre autres des scénarios, effectue les tournages et la post-production des vidéos 360 à visée pédagogique. Bonjour Cédric. Bonjour Sarah. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous ce midi. Donc, Merci à vous pour l'invitation. mais ça me fait toujours plaisir que vous soyez avec nous, toujours plaisir de collaborer avec le REFAD également. Donc, je vous laisse débuter l'atelier dans quelques secondes. Je veux simplement rappeler qu'on a une équipe de modération avec nous dans le clavardage, donc Caroline Richer à la modération et Christian Potvin à la régie. N'hésitez pas à nous laisser vos questions et vos commentaires. Notre équipe va les prendre en note pour la période de questions qui sera à la fin. Vous aurez également la chance de lever la main et de poser des questions à l'oral si vous le souhaitez. Je vous laisse débuter à l'instant. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon, Sarah? Est-ce que l'écran est le bon? Ouais, très bien, on m'entend très bien. Ok, c'est bon, parfait. Bienvenue dans ce webinaire atelier sur la scénarisation interactive démystifiée. Alors, j'espère que enfin, j'espère. J'espère que vous savez ce qu'est la scénarisation interactive. Au moins, vous avez une petite idée. Mais si vous ne savez pas, c'est pas grave, on va voir ça ensemble. Alors, mon ordi se réveille doucement, hein. Je le laisse. Non, il ne veut pas passer la slide suivante. Ça commence bien. Alors voilà, nous, on est une compagnie qui s'appelle Brainiac et on a différents services que vous voyez ici à l'écran. C'est tout ce qu'on aime faire, en fait, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de scénarisation interactive et je ne le place même pas dans ces produits parce que ça se retrouve un petit peu partout. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vous présente également nos différents autres ateliers que nous avons et nous en faisons également sur mesure. Donc on parle beaucoup de métaverse, d'intelligence artificielle, tout ça dans des contextes pédagogiques. Ah, ça remarche maintenant. Alors aujourd'hui, on va avoir un déroulement linéaire de ce webinaire. C'est ce qui est l'inverse de la scénarisation interactive, n'est-ce pas? Mais bon, pas le choix, il faut commencer les choses dans l'ordre. Donc, on va parler des origines de la scénarisation interactive et vous allez voir qu'évidemment, on va tout de suite définir ce qu'est la scénarisation interactive pour ceux ou celles qui en ont jamais entendu parler. On va pas remonter aux origines de la nuit des temps et pourtant on pourrait, parce que la scénarisation interactive, ça existe depuis la nuit des temps. Mais on va pas faire ça parce qu'on n'a que 45 minutes. Donc, on va aller aux origines, on va aller dans les années 70, qui est déjà pas mal loin. Euh, Ensuite, on va définir ce qu'est la scénarisation interactive. On va vous donner quelques conseils d'écriture. On va parler des applications possibles en formation. Et pour finir, on va vous parler des outils pour produire ces scénarios, bien sûr. Donc, tout le long, je vais essayer de donner des exemples dans tous les domaines
et j'espère que ça va vous toucher d'une manière ou d'une autre. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Alors, les origines de la scénarisation interactive. Alors, pour ceux qui ont vu Stranger Things plus récemment, ou pour les plus vieux, pour ceux qui ont joué à Donjons et Dragons, la scénarisation interactive, même si ça existe depuis toujours, c'est vraiment là que ça prend son cœur. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des jeux linéaires, on n'est pas dans des histoires linéaires, on est dans des jeux où il y a une histoire avec des embranchements. C'est-à-dire que vous faites des choix, et c'est ça la scénarisation interactive. Vous faites des choix, vous avez différentes actions, et ça vous mène vers différentes possibilités. Vous avez donc plusieurs fins possibles dans ces jeux ou dans ces histoires. Et là, pour Donjons et Dragons, en général, vous faites vos choix avec des dés. Donc c'est le hasard qui choisit. Mais vous prenez aussi des décisions, bien sûr. Cette machine que vous voyez à l'écran maintenant, c'est un Amstrad CPC. Donc si vous ne savez pas ce que c'est l'ancêtre des consoles, on peut dire. Si vous savez ce que c'est, vous êtes mon ami pour la vie. Moi, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo sur l'Amstrad CPC. Et parmi les jeux de l'Amstrad CPC, il y avait ce qu'on appelle des jeux textuels. C'est clairement comme comme un Donjon et Dragon. C'est des jeux où vous devez écrire les choix que vous allez faire. En gros, un texte apparaît, on vous propose de faire quelque chose, mais là, c'est encore plus poussé, presque l'ancêtre de ChatGPT. Vous pouvez entrer ce que vous souhaitez faire. Et le jeu s'adapte au fur et à mesure et vous propose les différentes actions au fur et à mesure. Donc là, on est dans les années 80. Vous voyez, on n'est pas remonté très très loin finalement. Ensuite, toujours dans les années 80, vous avez les livres dont vous êtes le héros. J'espère que tout ça vous parle et que vous avez fait ça quand vous étiez jeune, sinon vous n'allez pas trop comprendre de quoi on parle. Mais les livres dont vous êtes le héros, qui d'ailleurs ont été réédités, puisque je les ai trouvés au Salon du Livre à Montréal l'année dernière, enfin il y a quelques mois. Vous lisez le livre et à la fin d'un paragraphe, d'ailleurs vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche là, mais vous voyez des paragraphes ici puis des numéros. À la fin du paragraphe, on vous propose des choix. Allez à droite, allez à gauche. Allez à droite, lisez le paragraphe 24, allez à gauche, lisez le paragraphe 102. Et vous évoluez comme ça au fil de l'histoire. Et en général, les décisions se prennent par des dés également. Alors, les jeux vidéo, c'est le Graal de la scénarisation interactive. Pourquoi? Parce que dans un jeu vidéo, pas dans tous les jeux vidéo, mais dans certains jeux vidéo, là vous avez l'exemple de Final Fantasy et à gauche c'est Final Fantasy et à droite c'est Zelda. Dans les jeux vidéo type RPG, les mondes ouverts, c'est de la scénarisation interactive. Vous avez le choix. Quand on dit monde ouvert, d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que vous avez le choix d'aller où vous voulez, de faire les missions dans l'ordre que vous voulez, de faire des quêtes et des sous-quêtes, etc. Mais vous avez le choix. Ça donne un univers exponentiel, évidemment, et c'est très apprécié de certains joueurs. Donc, dans les jeux vidéo, évidemment, il y a plein d'exemples. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les origines, que vous voyez que ça se passe dans les jeux, dans la littérature, on parlera un petit peu plus tard des vidéos, mais là, les origines, c'était plus jeux, littérature, jeux vidéo, jeux de plateau. Maintenant, on va définir un peu plus ce qu'on entend par scénarisation interactive. Alors, un scénario interactif, déjà, c'est une histoire. Ça paraît évident comme ça, mais je le dis. Un scénario interactif, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord une narration. Mais c'est une histoire dans laquelle l'utilisateur est en contrôle de l'histoire, finalement, et du déroulement de l'histoire. Et donc, il choisit le déroulement de l'expérience. Alors, ça peut être une histoire, mais ça peut être aussi une histoire dans un jeu, une histoire dans une formation. Ça va nous concerner un peu plus aujourd'hui. Qu'il ou elle est en train de vivre dans l'objectif d'atteindre une des fins possibles. S'il y a plusieurs actions, il pourrait y avoir qu'une seule même fin. C'est-à-dire que vous pouvez vous rejoindre vers une seule même fin, mais c'est pas comme ça que fonctionne un scénario interactif. Un scénario interactif, il y a plusieurs choix, ça fait plusieurs parcours et il y a plusieurs fins possibles. Donc, je répète, un scénario interactif, c'est un ensemble de choix
c'est plusieurs fins possibles, et finalement, c'est plusieurs chemins ou déroulements. Au final, vous n'allez suivre qu'un seul chemin, on va le voir dans la slide d'après, mais, il peut y avoir plusieurs parcours, en fait, pour chaque utilisateur. Alors voilà schématiquement ce que ça donne. Moi, je suis très visuelle, donc je fais beaucoup de schémas dans mes présentations. Euh, Vous avez l'utilisateur, je l'ai représenté avec un cerveau, parce que je pense que c'est très important. C'est le cerveau de l'utilisateur est confronté, et enfin, on lui présente une introduction, évidemment, comme toutes les histoires, on présente une introduction, n'est-ce pas? Ensuite, il a des choix à faire, ça va le mener à une scène, ou il a un autre choix à faire, ça va l'amener à une autre scène, etc., etc. Et à la fin, vous voyez que ça fait différentes fins. Le challenge du scénario interactif, c'est qu'il y a, comme vous pouvez vous imaginer, un énorme travail d'écriture. Déjà, c'est assez compliqué d'écrire une histoire. Donc, l'histoire qui pourrait être dans un livre, dans un film, qui pourrait être une étude de cas en pédagogie, par exemple. En général, on écrit une histoire finalement. Mais là, il y a un travail d'écriture qui est exponentiel, puisqu'à chaque fois qu'il y a des choix, il y a différentes choses qui peuvent se passer. Et en plus, il faut rédiger différentes fins. Donc ça, c'est le côté challenge du scénario interactif. Mais on va pas trop aller dans le challenge aujourd'hui. Moi, je vais vous montrer les possibilités et je vais aller dans le positif. Donc, oublions le challenge. Et de toute façon, on verra avec les outils que vous avez de quoi vous aider. Le gros, énorme avantage du scénario interactif, c'est que finalement, votre apprenant, là, je vais passer un petit peu plus, je vais plus parler de l'apprenant parce qu'on va rentrer dans le contexte d'aujourd'hui, qui est la formation à distance et la formation générale. Votre apprenant, il a un parcours unique. Donc, vous avez un scénario qui est écrit avec plein d'embranchements. Tous les apprenants, en fait, chaque apprenant va avoir son propre parcours. Et ça, c'est très, très important. Et le deuxième énorme avantage, c'est que le scénario interactif peut être rejoué à l'infini finalement. Bon, ça dépend de la complexité de votre scénario, mais s'il est suffisamment complexe, on peut recommencer l'histoire. On peut dire, par exemple, on peut arriver à une fin, on en parlera des fins alternatives là, on peut arriver à une fin qui n'est pas satisfaisante, et on peut se dire, je recommence. Et ça, vous voyez que c'est le propre du jeu vidéo ou de n'importe quel jeu de plateau finalement. Le jeu vidéo, vous pouvez le recommencer. Il faut dire, non, là, j'ai pas un score assez bon, je recommence. C'est un peu cette idée aussi de rejouabilité du scénario, de le refaire et d'essayer de le refaire mieux, évidemment. Euh, Ce que vous voyez là, c'est la réalité. La slide d'avant, toute simple, avec deux choix, ou trois, quatre, je sais plus combien il y en avait, trois fins possibles, c'était la théorie. Ça, c'est la réalité. Un scénario interactif, c'est beaucoup plus compliqué que la slide d'avant, le schéma d'avant. Et ça finit par faire un graphe, en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'outils pour les créer, parce que ça commence à être bien compliqué. Ou alors, il faut vraiment être très, très, très organisé mentalement, ce qui n'est pas mon cas. Donc, on a besoin d'outils. Mais je vous montre la réalité finalement. Et je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, c'est pas très inclusif mon affaire là, mais il y a quand même une espèce de trajet orange. Donc ça, c'est le parcours que prendrait par exemple un apprenant. Ça vous montre aussi l'unicité de son parcours. Ce que je voulais dire aussi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le scénario interactif, c'est différent de l'interactivité. Souvent, il y a une confusion. En fait, c'est normal parce que c'est le même mot d'ailleurs. La sémantique est très mal faite finalement, que ce soit en français ou en anglais d'ailleurs. Mais un scénario interactif, ce n'est pas. C'est différent de l'interactivité. Ça peut être très interactif, un scénario interactif, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que quand on parle d'interactivité, on parle de quelle manière l'utilisateur ou l'apprenant peut interagir finalement avec le système ou avec le matériel d'ailleurs pédagogique finalement. Donc, par exemple, un jeu vidéo tout simple comme Pac-Man, que j'espère tout le monde connaît, est très interactif. Vous bougez, voilà, c'est interactif, vous interagissez avec la machine. Mais il n'y a pas du tout de scénario interactif là-dedans. Donc, je pense que c'est important aussi de comprendre la différence. Quand on dit scénario interactif, en fait, on sous-entend que l'utilisateur choisit ses actions. Et en choisissant, ben forcément, il fait quelque chose, il interagit sur le système. Mais je voulais juste vous présenter un petit peu la différence.
Alors maintenant, on va arriver dans le vif du sujet. Le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, c'est finalement comment écrire un scénario interactif. Après, on donnera des exemples plus en formation, en pédagogie, etc. Mais là, on va passer sur quelques conseils d'écriture. J'ai demandé au début du webinaire dans quel domaine vous étiez et finalement, j'ai compris que vous étiez dans tous les domaines. Vous travaillez dans l'enseignement primaire, secondaire, collégial, universitaire. Vous travaillez, vous êtes conseiller pédagogique, concepteur pédagogique et conceptrice. Donc, il n'y a pas de... J'en reviendrai après à quel moment décider d'utiliser un scénario interactif, mais je vais essayer de vous donner je vais essayer de vous donner des exemples les plus concrets possibles. Toujours est-il que mettez-vous dans la tête que vous avez décidé d'écrire un scénario interactif. Dans un de vos cours, une de vos formations, vous êtes motivé par cette idée, c'est parti. Donc ça, c'est votre petite fiche. Vous allez avoir le PowerPoint de la présentation après. Ça, c'est votre petite fiche récapitulative de ce qu'il ne faut pas oublier dans le scénario interactif. Et maintenant, on va détailler le tout. Donc, je passe pas trop de temps là-dessus. On va détailler le tout. Alors, d'abord, quand vous écrivez un scénario, au risque de me répéter, un scénario, c'est une histoire. Donc, il vous faut un thème, des personnages et des défis. Le thème est vraiment important et vous allez me dire, bah, le thème c'est facile, c'est mon thème c'est la biologie si j'enseigne en biologie. Certes, mais il faut quand même un thème engageant et effectivement oui qu'il y a un rapport avec la biologie parce que si vous partez dans une histoire complètement métaphorique, ça risque de pas fonctionner. On est en formation, on est en enseignement, on veut qu'ils apprennent. Mais toujours est-il que, quand même, il faut choisir un thème, il faut choisir une ambiance, il faut choisir un genre. Un genre, vous savez ce que c'est le genre littéraire, c'est le genre cinématographique, c'est le genre de jeu vidéo, c'est le style, quoi, c'est l'ambiance. Est-ce que vous voulez plus que ce soit sous forme d'enquête, plus que ce soit action, plus que ce soit enfin, vous voyez un peu l'idée. Et vous pouvez même mettre un décorum derrière tout ça. Est-ce que vous voulez un environnement un peu plus peut-être steampunk ou plus un environnement futuriste ou un environnement western, j'en sais rien. Bref, il vous faut choisir. Ensuite, il vous faut le personnage principal. Le personnage principal, bien évidemment, dans la majorité des cas, c'est bien l'apprenant, c'est-à-dire qu'il joue le rôle. Alors, soit il joue son propre rôle, soit il joue le rôle que vous avez choisi. Mais il y a un personnage principal. Et c'est le héros finalement, ou l'héroïne qui est responsable de la quête ou de la mission. Ce qui est important, c'est que vous devez lui donner une motivation, enfin des motivations fortes pour résoudre des défis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans votre histoire. Là, on dirait que c'est un peu un cours de littérature, mais vous voyez, enfin, si vous aimez le cinéma, si vous lisez des livres, vous le savez, là, il se passe des choses dans une histoire, il y a des rebondissements, il y a différents types de personnages et il y a des choses qui se passent. Les personnages peuvent avoir aussi des traits de caractère spécifiques et il peut y avoir évidemment, enfin, dans la majorité des cas, des personnages secondaires qui font partie de l'intrigue, qui peuvent être des alliés ou des ennemis. Donc ça, c'est vraiment important. On place le thème, on place les personnages. Et en général, quand on commence à écrire, on commence par ça. Parce que il faut bien commencer par quelque chose. Et souvent, c'est plus facile de commencer par ça. Je regarde juste un petit peu l'heure, hein. Ensuite, maintenant que vous avez vos thèmes, vos personnages, il va falloir travailler sur finalement l'intrigue, si je puis dire. Mais dans votre cas, surtout les événements qui vont l'inciter à faire des choix dans votre scénario. Donc, on travaille aussi toujours sur l'événement déclencheur de départ. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est plongé dans son histoire finalement? Euh, et pourquoi il est là? Quel est le but finalement? Ça, c'est en général ce que vous présentez dans l'intro. Ensuite, il y a des événements déclencheurs au cours de l'histoire. Ça, vous le voyez très bien dans les films. Dans les films, il y a toujours, à un moment donné, au milieu du film, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une révélation, il y a un problème, il y a un câble qui est mal branché, la bombe va exploser ou pas, le fil rouge, le fil bleu, bref, il se passe des choses. Et ça permet de relancer l'intrigue ou en tout cas d'imposer un changement. Et ça fait progresser l'histoire et ça invite les apprenants à faire des choix. Donc, il pourrait se passer quelque chose dans votre histoire et vous pouvez l'inviter à faire des choix qui sont en lien avec ce que vous voulez lui faire apprendre. Il y a également des révélations. Les révélations,
typique du cinéma, ça aussi. Les révélations, tout d'un coup, vous vous rendez compte que le gentil était en fait un méchant, etc. Donc ça permet de compliquer l'intrigue, mais ça permet d'expliquer aussi. Surtout si vous enseignez dans un problème qui est plus complexe. Si vous enseignez par exemple les mathématiques ou quelque chose qui est plus... il y a il y a des choses qui sont plus complexes à apprendre, ben, vous pouvez le mettre en histoire, ça. Ensuite, le propre du scénario interactif, c'est que vous avez des types de choix. Vous avez des choix à faire, bien évidemment. Et ça, on va en parler. Alors, traditionnellement, dans le scénario interactif, je reviens à Donjons et Dragons, les types de choix, c'est des actions. La- la- en fait, c'est toujours des actions maintenant que j'y pense, quand j'y réfléchis. Donc, vous avez un dragon en face de vous. Là, en général, le maître de jeu vous propose. Est-ce que tu le combats? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu t'appelles un ami? Est-ce que tu... Voilà. Donc ça, c'est très... traditionnellement, c'est vraiment ça. Ensuite, vous avez les différents dialogues. Ça, c'était assez utilisé dans les jeux textuels. Et c'est très utilisé aussi, mais ça, vous le savez très bien, quand vous faites un quiz, par exemple, vous mettez en scène deux personnages, ils disent quelque chose et l'apprenant doit choisir une réponse à donner, en fait. Donc ça, typiquement, c'est ce type de choix. Et vous avez les compétences. Ça, c'est plus ce qui va nous intéresser. C'est-à-dire que vous pouvez plutôt que de lui dire choisis la porte droite ou choisir la porte gauche, vous pouvez lui dire résous, je sais pas moi, résous par exemple cette équation et la solution va vous permettre vous faites un lien avec l'histoire qui va vous faire une sorte de choix selon ce qu'il a trouvé comme résolution à l'équation. Alors c'est sûr que les compétences on peut les retrouver dans les actions et les dialogues. Dans le dialogue, par exemple, le meilleur exemple que j'ai, c'est si vous enseignez, par exemple, vos apprenants à faire des entretiens. Par exemple, vous êtes dans la psychologie et vous lui apprenez à faire des entretiens. Il y a plusieurs manières de faire un entretien. Donc là, vous pourriez avoir un personnage en face de vous et vous lui faites choisir des dialogues, des amorces, des phrases à dire. Et ça fait directement appel finalement à leurs compétences. Donc, quand vous écrivez votre histoire, vous lui faites faire des choix. Vous pouvez faire des choix un petit peu anodins, mais comme on est en apprentissage, on est en formation, vous devez lui demander de faire des choix qui font appel évidemment à leurs connaissances. Mais en plus de faire ça, il faut prévoir, et c'est là que c'est compliqué, un scénario interactif quand même, il faut prévoir les conséquences de ces choix, éventuellement à court, moyen et long terme. C'est-à-dire, si on reprend l'exemple de la psychologie, vous faites une simulation d'entretien, et là, il se trompe dans son choix, il met une phrase, genre un ton agressif, enfin, c'est pas du tout ça la bonne réponse, quoi. Et ça, il faut que dans la suite de l'histoire, ben, ça ait des conséquences finalement. Par exemple, l'interlocuteur pourrait se braquer et être mauvaise humeur toute la suite de l'entretien. Il faut qu'il y ait des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, l'apprenant va dire, oh, pff, c'est vraiment important. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les jeux vidéo. Quand vous faites des mauvais choix, il y a des conséquences qui peuvent vous mener au game over. Euh, donc, vous lui faites des choix, elles ont des conséquences. Ça, c'est vraiment important. Ils ont des conséquences, pardon. Il y a aussi également des choix cruciaux. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choix, comme je disais, anodins. Vous pouvez dire, par exemple, OK, est-ce que tu choisis d'être méga agressif avec la personne en face de toi ou est-ce que tu choisis d'être tolérant et bon, l'apprenant, il n'est pas bête, il va choisir, bon, je choisis d'être tolérant, ça peut bien être agressif. Mais vous pouvez aller sur des choix qui sont beaucoup plus subtils. Et là, c'est intéressant en apprentissage. Et en général, ces choix-là, on les laisse à la fin du scénario, évidemment. Euh, vous- il faut essayer de faire un petit peu respecter un niveau de difficulté croissant, n'est-ce pas? Donc à la fin, vous allez faire des choix qui sont plus difficiles finalement. Et, euh, et travailler aussi sur quelles conséquences ça va avoir dans votre scénario. Et ça, je vous l'ai dit aussi un petit peu, vous pouvez évidemment utiliser des choix qui sont complètement anodins, qui n'ont rien à voir. Et ça, vous le savez très bien, puisque vous faites tous et toutes des évaluations ou des quiz. Et on le sait, dans les quiz, on met des leurres, et les leurres peuvent être plus ou moins rigolos ou vraiment anodins, ou bref. Ça aussi, c'est important quand même d'avoir des petites touches humoristiques et plus faciles pour lui permettre de progresser, surtout au début du scénario, je dirais. Encore une fois, pour respecter le niveau de difficulté. Et donc, vous voyez bien l'idée de ces choix. C'est finalement, est-ce que vous choisissez de volontairement de l'induire en erreur ou est-ce que vous choisissez de le guider dans le scénario? Donc là, vous allez choisir selon le niveau de difficulté que vous voulez donner finalement.
Alors maintenant, on va parler des fins possibles. Vous vous rappelez du graphe? Quand le graphe que je vous ai montré tout au début, il y avait 3 fins possibles, par exemple. Et oui, quand vous faites un scénario interactif, il y a différentes fins possibles, forcément, parce que vous avez différents choix, différents parcours, ça arrive à différentes fins possibles. Encore une fois, on est en formation. Donc, il va y avoir 2 types de fins finalement, une fin principale et des fins secondaires. Alors, la fin principale, on va dire, c'est la bonne, finalement, la correcte. C'est-à-dire, ça va être celle de... C'est réussi. Vous avez réussi, c'est la bonne fin, bravo, etc. Ou dégradé de réussite, parce que vous pourriez dire, tu as réussi, c'est effectivement un bon chemin que tu as pris, il y aurait pu en avoir un autre, mais pourquoi pas, ça marche aussi. Et vous avez des fins secondaires. Alors là, ça dépend à quel point vous voulez être tough, si je puis dire, avec votre apprenant. Vous pouvez faire des réussites alternatives. Ça, c'est plus, oui, c'est pas mal, bien, mais tu as loupé ça, ça, ça. Ou vous lui dites pas trop ce qu'il a loupé, ou elle. Vous lui dites, recommence. Il y avait quand même mieux. Ou alors, vous allez carrément à l'échec. C'est foutu. Ton personnage est mort. Je sais pas à quel point vous voulez aller dans le drame à ce moment-là, mais c'est ça. Euh, Dernier petit ou avant-dernier, je sais plus, petit interlude là sur comment rédiger un scénario interactif. On va parler maintenant des contraintes. Alors ça, c'est vraiment la chose à retenir et c'est vrai que c'est pas forcément enseigné, je trouve, dans la rédaction de scénarios. Et pour parler des contraintes, d'abord, je voudrais vous parler des contraintes qu'il y a dans les jeux vidéo, pour que ce soit un petit peu plus clair. Les contraintes, c'est la clé, là. C'est la clé. Et je sais que c'est un mot négatif, mais pas du tout. Il faut pas le prendre comme négatif. C'est super, les contraintes. Les contraintes dans les jeux vidéo, ou les contraintes en général, les contraintes, c'est ce qui vous empêche de faire quelque chose, n'est-ce pas? Dans les jeux vidéo, c'est ce qui va vous faire mourir, ou en tout cas aller dans l'échec ou atteindre le game over. Par exemple, si on prend le jeu de Mario, qui est quand même un jeu assez classique, vous savez que si votre personnage de Mario tombe dans un trou, il meurt. Vous savez que si votre personnage de Mario touche une plante piranha, il meurt. Sauf s'il a un champignon. Là, il deviendra petit, mais s'il est petit, il meurt. Et je pense que c'est tout ce qu'on voit comme contrainte à peu près là. Donc pourquoi c'est super important les contraintes? Bah, c'est ce qui fait que le jeu va être fun finalement. C'est ce qui fait qu'il y a du challenge, il y a du défi dans le jeu vidéo. Donc c'est hyper important. Donc dans votre scénario interactif, idéalement, enfin même c'est sûr, il faudrait qu'il y ait des contraintes aussi pour le motiver et pour que les choix fassent aussi du sens. Donc ça motive le personnage principal, donc votre apprenant, et ça le pousse à l'action. Alors il y a 1 milliard de manières de faire des contraintes. Mais là, je vous en ai mis quelques-unes, mais vous pouvez en penser à plein. Déjà, vous pouvez mettre une limite de temps. Alors, on verra après les exemples de scénarios. Il y a différents médiums pour passer les scénarios interactifs. Si vous êtes en e-learning, par exemple, vous pouvez très bien mettre une limite de temps sur la slide. Ça le presse. C'est un peu comme dans les jeux d'évasion, les escape games, là. Ça nous stresse un peu, ça nous pousse un peu. Donc, si vous enseignez, par exemple, la gestion de crise ou des choses comme ça, il faut un petit peu ou dans le domaine médical, par exemple, le domaine des urgences, des choses comme ça. Et parfois, il faut les booster un petit peu. Dans l'histoire aussi, vous pouvez mettre des menaces sur les personnages et leur environnement. Alors là, tout est dans l'art de pousser le drame jusqu'où vous voulez le pousser. Parce que c'est vrai que dans une histoire, il y a du drame, mais en apprentissage, en formation, on n'a peut-être pas forcément envie de mettre du drame. Ça dépend des domaines, ça dépend tellement de choses que je pourrais pas vous donner d'exemple plus précis que ça. Mais quand même, il faut qu'il y ait un petit peu de drame. Donc c'est à vous de juger jusqu'où vous voulez pousser les aspects dramatiques de votre histoire. Mais c'est important qu'il y ait des choses qui se passent finalement, l'autre exemple que je vois aussi, c'est le code moral ou éthique. Donc ça, si vous travaillez dans un domaine où il y a des lois qui sont très importantes, qui sont directement liées, je pense à la santé-sécurité, par exemple, ou par exemple si vous formez des intervenants sociaux, par exemple au centre jeunesse, ça, vous êtes le corps de métier est soumis à des lois qui sont hyper importantes, mais vous avez aussi un code moral, un code éthique. Et ça peut être une contrainte aussi. Ça peut être présenté comme une contrainte. Il doit respecter ces lois, bien évidemment, et ce code moraux.
Et vous mettez des contraintes aussi sur les personnages secondaires, c'est-à-dire les personnages qui sont contrôlés par votre histoire. Ça peut expliquer leur action et leur réaction. Par exemple, un des personnages secondaires pourrait demander de l'aide, au point vraiment en disant tu continues pas l'histoire tant que tu m'as pas aidé là. Donc ça, c'est une contrainte aussi pour l'apprenant, parce que lui, il veut faire son histoire, et tout d'un coup, t'as un personnage secondaire qui débarque avec j'ai un problème, tu dois m'aider, sinon tu passes pas au truc, à la scène suivante. Et bien sûr, les personnages peuvent aussi offrir des aides, bien entendu. Je regarde juste l'heure. Ah, bon, c'est bien. Alors maintenant, on va arriver enfin à ce à quoi peut-être vous attendez plus des applications un peu plus précises. Je vous en présente quelques-unes ici. Et c'est là où on va parler un peu de médium, parce que là, je vous ai parlé de scénario interactif. Donc vous enseignez, par exemple, vous enseignez dans un domaine. Vous vous dites, OK, fine, je veux bien faire un scénario interactif, mais comment est-ce que je le présente? De quelle manière je peux le présenter? Euh, alors déjà, vous pouvez faire un livre dont vous êtes le héros. Vous pouvez faire quelque chose d'assez simple finalement aussi. Vous pouvez faire des études de cas interactives. Les études de cas, c'est très utilisé en pédagogie, c'est utilisé en psychologie, en droit, c'est même utilisé surtout chez les plus jeunes. Et donc, ces études de cas, vous pouvez les rendre interactives finalement. C'est-à-dire que vous pourriez réécrire l'étude de cas un peu plus complexe avec une succession de choix. Et ça pourrait être, j'ai envie de dire papier-crayon, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais ça pourrait être sous format d'exercice ou un mini-livre dont vous êtes le héros. Enfin, vous voyez un peu l'idée, ça peut être tout simple finalement. Là, je vais vous parler d'applications, je vais utiliser différents médiums, mais juste pour vous dire, ça peut être ça finalement. Ça peut être une étude de cas, papier, avec des choix possibles et des différentes conséquences possibles. Mais là, je vais vous montrer un exemple en... Oh, excusez-moi, je me suis trompée de rubrique. Je vous parlerai après des exemples. Là, ce que je voulais juste vous montrer, c'était quand finalement utiliser le scénario interactif. En fait, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Parce que une histoire, enfin, ça c'est pour mon propre avis, vous le prenez ou vous le laissez. Mais selon moi, une histoire, c'est toujours bien. Voilà. C'est toujours bien d'embarquer les apprenants dans des histoires. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser. Mais effectivement, il y a toujours, quand on étudie une nouvelle stratégie pédagogique, il y a toujours des moments ou des domaines où c'est plus approprié. Donc, c'est cela que je voulais vous présenter dans cet écran. C'est très approprié d'utiliser le scénario interactif lorsque vous avez à enseigner des compétences complexes et des problèmes mal définis. Alors ça, c'est vraiment super parce que, comme je vous ai donné l'exemple de l'entretien en psychologie tout à l'heure, ça peut être aussi un entretien d'embauche, hein, plus dans les ressources humaines, bon, bref, tout ce qui est un petit peu verbal aussi finalement, euh, c'est euh, c'est un problème qui est mal défini, en fait, qui est complexe. Il y a pas une seule manière de faire un entretien. Vous pouvez commencer par telle phrase, par telle approche, etc. Peut-être l'analyse d'un texte aussi en français ou des choses comme ça, des choses qui ne sont pas forcément la philosophie aussi. C'est un très bon exemple. Donc là, vous n'avez pas forcément un ordre établi. Donc là, le scénario interactif fonctionne très bien parce que vous lui laissez le choix au début et puis en fonction des choix qu'il a fait, vous pouvez à la fin lui dire, ben voilà, oui, c'est bien, tu as choisi telle approche au début, bien vu, mais tu aurais pu faire ça autrement, mais voilà. Ça laisse aussi une flexibilité. Tout ce qui touche les compétences stratégiques plutôt que procédurales. C'est sûr que toutes les compétences, tous les domaines ou les sous-domaines où vous devez faire une procédure, vous devez suivre à la lettre une procédure dans l'ordre. Bon, ben, le scénario interactif n'est pas super intéressant puisque vous devez de toute façon le faire dans l'ordre. C'est pas très... Il vaut mieux viser des compétences qui sont plus stratégiques, qui sont plus finalement contextuelles aussi. Toutes les compétences qui requièrent de multiples décisions, on en a déjà un petit peu parlé, ou en tout cas où vous avez plusieurs décisions à prendre, il n'y a pas forcément un ordre établi. Et ça, c'est vraiment super, le dernier, les compétences dans des situations à risque. Alors ça, c'est vraiment, alors là, si vous travaillez dans un domaine, donc médecine, je sais pas moi, soins infirmiers, après tout ce qui est
santé, sécurité, tout ce qui est aussi enseigner les intervenants avec des personnes à risque, des situations à risque, tout ça, ben ça c'est super parce que vous l'entraînez sur une situation fictive, ça fait de mal à personne. Et surtout, vous pouvez lui montrer des conséquences qui seraient dramatiques dans la vraie vie. Mais là, vous lui montrez sur papier ou sur écran en tout cas, encore une fois, personne n'est blessé, personne n'est en colère, personne, il n'y a pas il y a pas d'enjeu finalement. Mais vous pouvez lui montrer les conséquences de ce que ça aurait pu avoir. Et c'est là où le scénario interactif est très intéressant aussi. C'est le propre de la simulation en général, bien évidemment. Quand vous faites une simulation, vous êtes dans une situation, vous présentez une situation à risque, mais qui n'est pas à risque parce que vous êtes en simulation. Mais le scénario interactif, c'est une couche supplémentaire. Vous pouvez lui faire faire des choix. Vous pouvez lui faire faire des choix qui vont avoir des conséquences dramatiques et lui montrer les conséquences. Donc maintenant, on en vient, excusez-moi, je me suis un peu trompée tout à l'heure, mais on en vient aux exemples d'applications dont je vous parlais. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, nous, Brainiac, en santé sécurité. Euh, donc c'est un exemple, on va parler un peu des médiums, là. C'est un exemple de formation en ligne, e-learning, ça c'est fait avec Storyline. Et vous avez différentes scénettes, en fait, qui se passent. Vous avez un personnage qui vous parle et vous choisissez des différentes actions. Et en fonction de ce que vous choisissez, vous allez avoir une fin alternative, etc. Donc, vous voyez qu'en fait, ça ressemble étrangement à une évaluation, un quiz. C'est ça, finalement, c'est un quiz. Sauf que vous avez, comme je vous l'ai dit, des différents choix, différentes conséquences et différentes fins possibles. Alors, l'autre exemple que je vais vous montrer après, c'est un exemple de vidéo interactive, donc de scénario interactif avec le médium de la vidéo. Là, je n'ai pas d'exemple à vous donner chez Brainiac. Pourquoi? Parce que ça coûte extrêmement cher de produire ce genre d'expérience. Mais j'ai quand même envie, j'ai vraiment envie que vous voyez exactement de quoi je parle. Alors, j'espère que que la majorité d'entre vous ont un abonnement Netflix. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne et peut-être que vous connaissez déjà. Mais en gros, c'est les vidéos interactives de ce style. Alors ça, c'est directement pris de Netflix. Ça s'appelle You vs The Wild ou quelque chose comme ça, là. You vs Wild. Et par cet aventurier que tout le monde connaît, dont j'ai oublié le nom, bien évidemment. Je suis désolée, je suis très très nulle avec les noms. Et ça, c'est un exemple de vidéo interactive. Donc la vidéo commence, première scène, fin de la première scène, choix. Est-ce que tu vas tuer le serpent à ta gauche ou est-ce que tu vas combattre le gorille à ta droite? Et désolé, c'est en anglais, parce que je crois que ça a été fait qu'en anglais. En fonction de ce que vous choisissez, vous avez une scène différente à chaque fois. Effectivement, vous voyez là que c'est très compliqué à produire cette affaire-là, parce que ça veut dire qu'il faut faire un tournage vidéo, puis il faut tourner plusieurs scènes, c'est assez compliqué. On peut s'en sortir en faisant plutôt des animations. Donc avec Storyline, par exemple, on peut s'en sortir en faisant des animations, puis en faisant croire comme si c'était une vidéo. L'idée, c'est vraiment de balancer une scène, d'arrêter, de dire qu'est-ce que tu choisis et de mettre les choix. Un autre exemple, c'est les jeux de plateau. Alors là, je vais plutôt aller dans l'enseignement pour les plus jeunes, hein. Bon, moi, j'aime beaucoup les jeux de plateau. J'ai 40 ans, mais Mais les plus jeunes, ça marche bien avec eux aussi. Et vous pouvez effectivement faire un jeu de plateau. Alors, c'est pas besoin d'être très compliqué. Ça, c'est un jeu compliqué, j'en parle dans 2 secondes. Ça peut besoin d'être très compliqué, hein. Ça peut être, pareil, une succession de textes. Ça peut être un livre dont vous êtes le héros un petit peu amélioré avec des dés, où ils écrivent leurs cartes, ils font leur parcours, etc. Il peut y avoir plus ou moins de matériel. Il n'y a aucune limite, hein. Vous pouvez tout imaginer. Je vous parle quand même de ce jeu, c'est vraiment un jeu qu'on adore chez Brainiac, qui s'appelle Time Stories. Et c'est un jeu de plateau. Il y a différents il y a différents jeux en fait. Le plateau reste le même, mais vous pouvez acheter différents jeux, différentes versions. Et à chaque fois, c'est des thèmes différents, comme je vous disais, hein. Les thèmes, le style, le genre. Il y a des personnages, il y a des choix. C'est vraiment ouvert. Vous faites les choix dans l'ordre que vous voulez. Et vous avez des contraintes. Je ne sais pas si vous voyez la ligne du milieu, c'est une contrainte de temps, en fait. Je vous passe les détails, là, mais bon, il faut se dépêcher. Vous perdez du temps à chaque fois. Vous avez une carte de progression en haut. C'est un jeu génial. Et je vous en parle. Là, vous allez me dire, et pourquoi il nous parle de ça? Parce qu'il existe déjà, puis je ne peux pas l'utiliser dans mon domaine.
Pas du tout. Ils ont fait une version, euh, comment dire? Ils ont fait une version de template, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger tout le matériel du jeu et ils vous aident à créer vos propres expériences, en fait. Je ne vous cache pas que ça prend énormément de temps. C'est quand même très fun et c'est quelque chose qui peut être renouvelé aussi. Ça peut être réutilisé en classe. C'est long à faire la première fois, mais après, ça peut être réutilisé. Très fun, ce jeu. Et bien sûr, vous avez l'indémodable jeu d'évasion, l'escape game. Ça aussi, c'est des scénarios interactifs parce que dans un escape game, vous faites les choix un peu dans l'ordre que vous voulez finalement. On vous impose pas. Oula, faut que je me dépêche. On vous impose pas un ordre précis pour explorer la pièce. Et, et donc voilà. Mais c'est sûr que ça aussi, c'est très très long à faire. Déjà, il vous faut une salle et on n'est plus du tout en formation à distance. Mais vous pouvez également faire des escape games sur Geniali, par exemple. On va pas en parler aujourd'hui parce qu'on peut parler de... C'est trop long sinon. Mais ceux qui connaissent un petit peu Geniali, c'est une super plateforme pour faire des escape games virtuels. Mais je vous montre quand même la vraie version live parce que bon, c'est quand même... Ça vient de là quand même. Alors, maintenant, quels sont les avantages? Je vais passer rapidement parce qu'on l'a déjà dit pas mal. Gros avantage scénario interactif, utilisant l'information, après qu'on a passé tous les challenges et tous les défis, c'est que vous avez une expérience d'apprentissage personnalisée. Chaque parcours d'apprentissage est unique. Ça, c'est super, ça. Ensuite, vos apprenants sont engagés émotionnellement. Ils sont engagés, pourquoi? Parce qu'ils sont en contrôle de leur apprentissage, tout simplement. Et en plus, ils sont dans une super histoire que vous avez écrite. Donc ça, c'est toujours engageant. Donc, ils sont en contrôle. Et leurs choix ont des réelles actions. Il y a un réel impact. Et ça, c'est super pour l'apprenant. Et bien sûr, vous pouvez rejouer l'expérience. Selon la complexité de votre scénario, vous pouvez le rejouer. Je ne vais pas dire éternellement, on peut comme pas exagérer, mais en tout cas, vous pouvez le rejouer. Et ce qui est très fort, c'est que les apprenants, si votre histoire est quand même bien écrite, vont avoir envie de le rejouer, votre expérience. On ne peut pas en dire autant des évaluations classiques et des quiz. En général, ils ne veulent pas refaire un quiz. Et pour finir les outils, alors je vais passer rapidement. S'il y a des questions là-dessus, on regardera les vidéos ensemble. Parce que c'est bien beau tout ça, mais là vous dites, ok, fine, c'est bon, je suis complètement emballée, je vais faire mon scénario interactif. Génial, comment je fais? Alors déjà, vous pouvez prendre un papier et un crayon. Finalement, c'est le propre de l'écrivain. Vous pouvez sortir une machine à écrire aussi si vous en avez une. Mais bon, blague à part, finalement, vous pouvez utiliser un traitement de texte. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que on fait un graphe là. Mais pourquoi pas? Finalement, si votre histoire est pas si compliquée, vous embêtez pas à chercher des outils compliqués. C'est sûr que moi, je préfère les cartes conceptuelles. Ça, c'est un outil que vous connaissez très bien aussi. Donc là, vous mettez vos différentes scènes, vous faites des flèches, les scènes. Comme ça, vous pouvez faire des choix qui ramènent à la scène. Bon, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et sinon, vous pouvez utiliser des logiciels spécialisés en conception de scénarios interactifs. Alors, ces logiciels, les deux premiers, c'est vraiment des logiciels spécialisés. Après, on parle de storyline. Alors, le premier, celui qu'on recommande, c'est Twine, définitivement. C'est le plus classique, très connu. Vous attendez pas à un truc graphiquement absolument merveilleux. C'est très textuel, vous allez voir, mais c'est très léger, c'est très simple. Et surtout, c'est gratuit. Et ça, on aime ça quand c'est gratuit. Donc, Twine, c'est vraiment le grand classique. On regardera les vidéos après si vous avez des questions. Après, vous avez Quest. Quest, c'est un peu comme Twine, mais en fait, il est un peu différent. Il est plus, étrangement, il est plus élaboré parce que vous avez des rubriques. Vous pouvez choisir de placer un objet dans la catégorie lieu, objet, bref. C'est plus élaboré, mais c'est un petit peu plus pour créer un jeu vidéo pour le coup. Mais bon, je le présente quand même. Et enfin, vous avez l'indémodable Storyline. Alors oui, avec Storyline, vous pouvez faire des scénarios interactifs, bien sûr, pour ceux qui connaissent, ceux et celles qui connaissent. euh, vous placez vos écrans et vous pouvez faire des liens avec les écrans et selon ce qu'il a choisi dans un écran, ça vous amène à un autre écran. Donc oui, effectivement, clairement, c'est fait pour ça d'ailleurs. Et vous pouvez simuler des dialogues aussi, comme un peu ce qu'on vous a montré comme exemple. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je voulais laisser une période de questions quand même. Et voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé ça
intéressant et pas trop abstrait. Vous allez me dire. Je laisse mon micro branché, hein. Oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. On a eu quelques questions en fait dans le clavardage. Je vous rappelle qu'il est encore temps d'en poser et si jamais vous voulez poser des questions à main levée, on peut prendre des questions à l'oral également. Mais une première question qu'on a reçue, en fait, c'est s'il doit y avoir absolument plusieurs fins possibles parce que, au souvenir de la personne, là, dans Zelda, on devait tous tuer le même boss final pour gagner, même si on avait la liberté d'explorer, il y avait un but unique. Ouais, dans les jeux vidéo, vous avez que... En fait, il y a deux choix possibles dans les jeux vidéo, toujours. Il y a la fin, la fin, et il y a le game over. C'est les deux... Excuse-moi, c'est les deux fins possibles. J'ai dit choix, je me suis trompée, c'est fin. Le game over est toujours une fin possible. Donc, effectivement, vous pouvez, à ce moment-là, si pour des raisons de longueur d'écriture et de... Vous pouvez ramener... Vous vous souvenez du graphe du début? Vous pouvez ramener vos apprenants en leur faisant différents choix, différentes actions, etc. Je sais pas comment passer ça plus vite. Bon. Vous pouvez ramener vos apprenants vers une même fin. C'est effectivement une possibilité parce que bon, parfois faut pas oublier qu'on est en formation aussi, on est en apprentissage. Ouais, vous pourriez très bien mettre différents choix, il y aurait différentes scènes, mais à la fin, ça se ramène d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est un petit peu moins cohérent au niveau du scénario interactif parce qu'on s'attend à pas forcément avoir la même fin vu qu'on a fait des choix différents. Mais pourquoi pas? Encore une fois, ça dépend du domaine aussi, ça dépend de l'âge aussi, tout simplement de vos apprenants. Chez les enfants, ça passera peut-être mieux une ou deux fins. C'est pas très grave là si. Donc oui, c'est toujours une possibilité. De toute façon, tout ce que je vous ai dit, au final, c'est l'écrivain qui n'en fait qu'à sa tête, si je puis dire. Vous choisissez ce que vous voulez, c'est votre histoire, c'est vous qui choisissez. Le plus important, c'est que ce soit cohérent. Il faut que ce soit fun et cohérent et que vous fassiez faire à quelqu'un avant de l'appliquer en classe ou en formation à distance. On nous demande également, question de Guillaume, avons-nous des données sur les impacts positifs de cette approche pour l'acquisition de connaissances et de compétences? Tel objet d'apprentissage a été mieux appris avec cette approche qu'une autre, par exemple. Ouais, c'est une bonne question. Faudrait regarder. Ça, j'avoue que j'ai pas regardé. Moi, ma thèse était sur les jeux sérieux éducatifs et même dans les jeux sérieux, on a du mal à trouver un avantage parce que souvent les études sont un peu biaisées. On, on, on compare un peu des carottes et des pommes de terre, là, si je puis dire. Souvent, on compare des jeux qui sont un peu différents, donc c'est assez dur de trouver. Mais il faudrait chercher, en fait. Il faudrait effectivement se renseigner. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Brainiac. Dès qu'on a une solution un peu originale, on essaye de la tester avec quelque chose de plus classique pour prouver. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais bon, on rentre un peu, c'est un peu hors sujet là, mais en fait, c'est un peu difficile de faire ce genre d'études parce que maintenant, on peut pas, quand on fait une étude, par exemple, je décide de faire une étude avec la commission scolaire de Montréal, je dis n'importe quoi, exemple. En fait, si on a une nouvelle technique à faire tester, en général, c'est de moins en moins accepté qu'une classe ait rien ou un truc un peu plus traditionnel versus quelqu'un qui a la nouvelle stratégie pédagogique en vogue. C'est un peu plus difficile de faire ce genre de recherche parce que souvent, éthiquement, ça passe pas en fait. Mais bon, après, oui, il faudrait se renseigner. C'est une bonne remarque. Oui, une bonne Si question. je peux me permettre d'intervenir, euh, dans le cadre du programme Nova Science, on a participé à des sessions d'idéation pour la création d'expériences interactives de réalité virtuelle. Et il y avait notamment dans le domaine d'expertise des scénarios interactifs sur les conséquences écologiques de certains choix et de certaines pratiques industrielles et leur impact sur l'environnement, où le participant pouvait choisir un peu de voir quels étaient les impacts de ces actions sur l'environnement. Et ça a fait l'objet d'une recherche qui a été publiée par Christine Marquis et Bruno Puel-Hubert, si je m'en souviens bien, du CPU. C'est l'Université de Montréal, Hum. c'est le Centre de pédagogie universitaire ils ont publié une recherche l'année dernière sur ce projet-là.
Donc, je vais essayer de vous retrouver le lien, puis je vous enverrai ça pour voir les résultats sont assez encourageants pour le moment et qui montrent qu'il y a quand même un impact positif à mettre de l'interactivité et faire des scénarios interactifs dans Hmm. les apprentissages. Là, c'était au niveau cégep. On nous demande si le coût est beaucoup plus élevé. Le coût de faire un scénario? C'est pas précisé dans la question, donc Madame Dupré, si vous voulez nous préciser là, peut-être la question dans le clavardage pour qu'on puisse bien y répondre. Si la Euh, question, c'est sur le coût par rapport à quelque chose de plus une formation classique. avec Ah. l'ensemble. Pardon? Une formation avec l'ensemble qu'elle précise. Ouais, bah par exemple, comparer, je sais pas moi, une capsule e-learning plus classique avec une capsule e-learning qui aurait un scénario interactif, quelque chose comme ça, c'est sûr que c'est plus long à produire, hein, ça c'est clair. C'est plus le scénario. Alors, en fait, c'est quasiment exponentiel, mais ça dépend de la complexité des écrans aussi. Mais vous voyez que plutôt que de faire un. Là, on le voit bien d'ailleurs sur le graphe. Le truc classique, c'est faire le truc orange, là, le chemin orange. Mais si vous faites tous les chemins, bah oui, c'est assez exponentiel. Donc oui, ça prend beaucoup plus de temps. Mais l'avantage, c'est que ça peut être rejoué. Donc c'est plus réutilisable, c'est pas usage unique. C'est presque écologique en fait, d'une certaine manière. Super. On a une autre question, en fait. Shiraz qui demande si jamais vous connaissez le jeu Aléa en éducation financière de Desjardins, est-ce que c'est de la scénarisation interactive? C'est Ah non, des... je connais pas. Je ne connaissais pas. D'accord. Ouais, mais je regarderai ça, oui. C'est peut-être, si c'est un jeu plus ce jeu vidéo, peut-être oui. Parce que souvent dans les jeux vidéo, quand même, on a différents choix possibles. Ça nous dit c'est des expériences différentes d'un utilisateur à l'autre. Donc, possiblement, oui. Ouais. Ah, euh, je laisse encore là, peut-être quelques secondes si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Sinon, pour l'instant, les commentaires, c'est que les gens sont très, très, très contents de cette belle présentation-là qui a remis en tête un bien bon nombre de savoirs. Euh, Mais est-ce que vous allez l'utiliser? C'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, je veux pas que les gens soient enthousiastes, je veux qu'ils l'utilisent. Est-ce que vous allez écrire un scénario interactif? Madame Dupré demande, est-ce que c'est accessible et réalisable pour ce type de jeu? C'est-à-dire accessible. Je comprends pas très bien la question. Oui, elle nous parlait tout à l'heure là, de la formation avec l'ensemble. Donc, elle demandait est-ce que c'est accessible et réalisable pour ce type de jeu? Accessible égale handicap. Ah, d'accord, d'accord. Plus l'accessibilité, ouais. Euh, euh, En fait, ça dépend beaucoup du médium, je dirais. Si on est plus dans la formation, dans le e-learning, dans les capsules en ligne, il faut respecter les mêmes règles qu'on respecte d'habitude, ça c'est sûr. Moi, j'utilise toujours les informations textuelles et la narration. Nous, maintenant, on fait quasiment que ça. On met les deux, on met les sous-titres partout. Euh. Donc, je vois pas vraiment de différence avec le reste, finalement. Euh, Juste respecter les règles d'accessibilité classique, en fait. Après, c'est plus pour l'enseignement. Mais là, on est plus en formation à distance, si je comprends bien. Donc, après, en classe, c'est peut-être un peu différent parce que... Oui, il- Ouais, voilà. on nous demande justement les possibilités d'utilisation dans les cours en ligne. Ouais, ben c'est ça. Moi, les exemples que je vois, c'est vraiment si vous êtes en asynchrone, donc e-learning, là, vous pouvez faire avec Storyline comme on l'a vu. Si vous êtes en synchrone, si vous êtes en live, donc là, vous appliquez ce que vous pouvez faire en classe, euh, appliqué au virtuel. Donc là, vous pouvez effectivement, j'ai pas d'exemple précis, mais vous pouvez très bien écrire une histoire. Encore une fois, faire un mini-livre dont vous êtes le héros et l'envoyer par email, en fait, par courriel en avance. Et après, vous faites des groupes, vous faites des exercices. Il y a mille manières de faire, en fait, ou juste des études de cas. Faudrait y penser, en fait. Faudrait trouver une manière de le faire en virtuel synchrone, là, je parle. Parce que là, effectivement, il y a plus de préparation. Mais ça pourrait être ça. Super, merci beaucoup. Je vais avec une dernière question. En fait, je vais en mettre deux. Il y a Madeleine qui lève la main aussi, je pense. Ah oui, Ouais, Madeleine. je suis désolée, je t'ai coupé. Non, pas de problème.
Oui, merci beaucoup, Sophie, et tous les partenaires, enfin toutes les personnes qui sont là, pour les bonnes questions et pour toute cette présentation. Je voulais juste revenir parce qu'en fait, je pense que ce diapositive, ce slide, pour moi, est peut-être le plus important par rapport à tout ce qu'on veut imaginer. Parce qu'en fait, parfois on a les outils, parfois on les a pas, parfois on n'a pas le budget pour faire ce qu'on aimerait faire. Mais finalement, je pense qu'avec un outil, enfin avec une présentation de cette slide, on doit pouvoir faire beaucoup de choses, simplement même avec des images, avec des Mhm. photos, et on peut faire travailler, comme vous avez dit tout à l'heure, soit par groupe, soit individuellement, soit en séparant sur des zooms. En fait, je veux dire, c'est c'est super. Je dirais qu'il faut, si je peux me permettre, c'est peut-être ce qu'il faudrait retenir de toute cette merveilleuse présentation, parce qu'avec ça, on fait toutes sortes de scénarios pédagogiques ou autres. Mhm. Je crois, hein. Moi, enfin, c'est ce que je voulais juste dire, que c'est peut-être ça ce que je voudrais retenir, en tout cas. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ce beau commentaire. Je finirai avec une dernière question, en fait, puis je vais en poser en fait deux à la fois. C'est est-ce qu'il existe des banques de scénarios interactifs, donc en licence copyright ou ouverte, ou Mm. est-ce qu'il y avait un gabarit pour rédiger les scénarios? Oui, oui, c'est des bonnes remarques. La banque, j'aurais pas d'exemple comme ça parce que, à part aller sur les sites qui rassemblent un peu les différents travaux, là, parfois on trouve des contenus. Euh, donc là, comme ça, j'aurais pas d'exemple. Parce qu'en fait, c'est pas, enfin, je dis pas que c'est pas trop utilisé, là, je veux pas trop dire ça parce que je veux que vous l'utilisiez. Mais c'est vrai que c'est un peu plus rare de trouver ce genre de scénario. Moi, j'ai quand même, j'enseigne, j'encadre des cours, j'en vois pas. Donc, et pour les gabarits, le problème, c'est que ça dépend tellement de l'histoire, en fait. C'est pour ça que je vous ai proposé les différentes sections qu'on avait ensemble, le thème, les personnages, les choix. Malheureusement, il n'existe pas vraiment de gabarit, ça dépend tellement du thème. Mais je dirais quand même qu'un bon début, si vous voulez vous engager là-dedans, un bon début, c'est de vous acheter un livre dont vous êtes le héros. Vous achetez un livre de poche, là, ils ont été réédités, et vous achetez ça, puis ça vous donne un petit peu une idée, même si ça n'a rien à voir avec la pédagogie. Mais vous pouvez très bien quand même monter une aventure. Dans un premier temps, vous pourriez faire ça. Vous pourriez monter une aventure en vous basant sur le livre dont vous êtes le héros. Ça marcherait plus chez les plus jeunes, hein, je vous le cache pas. Et en modifiant certaines choses, là, vous pouvez vous baser là-dessus, dire pour combattre le dragon, bah, au lieu de choisir une arme ou lancer un dé, il pourrait résoudre quelque chose. Il pourrait résoudre un petit problème. Il faut quand même essayer d'intégrer vos apprentissages dans votre scénario. Ça, c'est la clé aussi, là. J'en ai pas trop parlé, mais il faut que ce soit cohérent. Il faut que ce que vous lui demandiez de faire, les apprentissages, dévoiler ses acquis, il faut que ce soit cohérent avec l'histoire. Sinon, c'est la fameuse expression de c'est mettre du chocolat sur le brocoli. Ne mettez pas du chocolat sur le brocoli. Il faut que ce soit bien intégré. Oui, Cédric. Oui, je voulais rajouter concernant les scénarios en libre service, j'allais dire. Malheureusement, non, je ne pense pas. Par contre, de plus en plus, vous pouvez trouver du matériel qui est accessible gratuitement et qui présente des scénarios interactifs dans les domaines d'études. Vous avez un site qui est... moi, j'aime beaucoup de parler de parce qu'ils ont du potentiel, je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais ça s'appelle Infinity Learning. C'est une plateforme qui aide les concepteurs pédagogiques et les formateurs à créer des formations un peu plus interactives, un peu plus engageantes. C'est toute une plateforme qui donne des outils d'interactivité, notamment de faire la photo 360 avec interactive. Et là, ils ont comment dirais-je, un espace vitrine où tout est mis en open source. Et là, vous avez quand même une bibliothèque déjà un peu accessible, notamment nous, on a travaillé avec le Collège La Cité pour faire une expérience interactive en photo 360 dans le domaine des soins paramédicaux d'urgence. Et là, justement, c'était une expérience où effectivement, il y avait du scénario en branchement puisque c'était du diagnostic différentiel qu'il fallait faire.
Donc, vous pouvez quand même trouver du matériel pédagogique avec des scénarios interactifs sur le web qui sont normalement accessibles et qui peuvent vous donner des idées. Merci beaucoup, Sophie et Cédric, pour ce beau partage ce midi. Sophie, je reprendrai, s'il vous plaît, le partage d'écran de mon côté Ah pour oui, pardon. bien clore la suite. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très pertinent. On le voit dans le clavardage. Beaucoup de questions, beaucoup de commentaires et ça a été nommé tout à l'heure, mais oui, ce sera réutilisé, ce qui a été présenté ce midi. Donc, un grand merci.